Perfect. Et oui, je suis désolé de vous dire ça, mais la musculation est un sport injuste. On va voir aujourd'hui 10 facteurs principaux qui influencent la progression en musculation. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, malheureusement, la musculation a ce petit côté cruel où on ne va pas tous avoir le même rythme de progression, même si on y met les mêmes efforts. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 facteurs cruciaux qui influencent votre prise de muscle. Je les ai pas triés dans un ordre particulier. Au contraire, j'ai laissé un petit peu tout ça en vrac pour que dans les commentaires, vous puissiez vous-même faire votre classement des facteurs qui vous paraissent les plus importants. Alors, on va commencer avec un facteur que vous connaissez, j'en suis sûr, même si vous n'avez pas de tête, vous le savez au fond de vous, c'est l'âge. Évidemment, en musculation, comme dans plein d'autres sports, on ne va pas progresser au même rythme quand on a 40 ans que lorsqu'on a 20 ans. À 20 ans, et encore plus quand on est adolescent, on va sécréter naturellement des hormones de croissance. En fait, ce sont ces hormones qui nous permettent notamment de grandir. Et ces hormones, qu'est-ce qu'elles font également? Elles nous permettent de bâtir du muscle. Donc cet élément hormonal va être un facteur d'impact sur la progression. On a d'un côté les hormones de croissance et on a aussi de l'autre côté le taux de testostérone. Le taux de testostérone est à son pic justement autour de la vingtaine et il aura tendance à diminuer, voire chuter à partir de la trentaine. Ces deux hormones ont de grandes facultés. Elles permettent notamment de bâtir plus facilement du muscle et de stocker beaucoup moins le gras. Donc quand on a 15-20 ans, c'est l'idéal, on s'entraîne, on prend rapidement de la masse et en plus on peut pas trop faire attention à son alimentation et on va pas faire trop de gras. À l'inverse, à partir de 35 ans, on va devoir être de plus en plus régulier sur ses entraînements et on va devoir faire de plus en plus attention à sa nutrition. Un deuxième facteur dont on parle assez peu, c'est l'intensité qu'on va mettre dans son entraînement. C'est sûr que deux personnes qui ont le même programme, qui sont à peu près comparables en termes de profil, n'auront pas les mêmes résultats si l'une se donne vraiment à fond à chaque entraînement et si l'autre, au contraire, lève un petit peu le pied sur la pédale. Lorsqu'on fera des comptes à la fin du programme, avec bien sûr une récupération adaptée à chacun, eh bien celui qui sera donné à fond aura bien évidemment des résultats bien plus élevés. Troisième facteur, la génétique. La génétique, c'est en gros la façon dont est constitué votre corps. Et là, je vais surtout parler d'un point, c'est la longueur de vos muscles. On a tous les mêmes muscles, mais pas forcément la même longueur. Je vous donne un exemple très simple avec le biceps. Vous voyez, moi par exemple, j'ai ce qu'on appelle un biceps court, c'est-à-dire que mon biceps ne va pas s'étendre jusqu'à l'avant-bras. J'ai vraiment un espacement important entre la fin de mon biceps et le début de mon avant-bras. D'autres personnes vont avoir un biceps qui vont se prolonger et qui vont arriver ici jusqu'au bout. Quel est l'impact concrètement? La personne qui va avoir un long biceps va avoir beaucoup plus de marge à hypertrophier, alors que la personne, malheureusement comme moi, qui va avoir un biceps court, va avoir une marge de progression plus faible. C'est vrai pour le biceps, c'est vrai pour le triceps, c'est vrai pour les cuisses. En fait, c'est vrai pour tous les muscles du corps et ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est génétique. On ne peut pas rallonger un muscle. Ne cherchez pas à vous étirer un maximum, ça ne sert à rien. La génétique est telle qu'elle est, on ne peut rien y faire. Un autre point justement qui est lié à la façon dont votre corps est constitué, ça va être la taille de vos os. Ici, je vais parler surtout de l'épaisseur. Si vous avez, disons, de gros os, vous allez d'une part paraître plus massif naturellement et d'autre part les muscles qui vont venir les soutenir et les activer vont être naturellement plus forts pour être en adéquation avec la taille des os. Et ça évidemment c'est un avantage naturel lorsqu'on cherche à prendre rapidement du gabarit en musculation. Pour prendre du gabarit justement, il est important de veiller à sa nutrition. Évidemment, si on a un entraînement de très haute qualité et de très bonne intensité mais qu'à côté de ça on a une nutrition qui est vraiment à la ramasse, et bien malheureusement on n'aura pas des résultats optimaux. Par contre, le pratiquant qui fait attention à ces deux facteurs combinés, lui va mettre toutes les chances de son côté pour avoir la progression la plus réussie possible. Dans le prolongement de la nutrition, parlons un petit peu du taux de gras d'un individu. Si d'un côté vous avez quelqu'un de très maigre avec un taux de gras très bas, il va avoir des difficultés à construire de la masse musculaire. En fait, au bout d'un moment, son corps va avoir besoin de plus de ressources pour construire du muscle, pour développer le corps. Et si la nutrition n'est pas au rendez-vous, si le total calorique n'est pas suffisant, le corps va naturellement être limité. À l'inverse, un pratiquant avec un taux de gras plus élevé va avoir plus de facilité naturellement à bâtir du muscle, et bien parce qu'il a les calories nécessaires pour se construire. Pendant qu'on parle d'alimentation justement, j'aimerais mentionner un point qui là encore n'est pas souvent évoqué, ça va concerner les capacités du système digestif. Pour construire du muscle, le corps a besoin notamment de protéines, de lipides et de glucides. Et si ces trois nutriments ne sont pas correctement assimilés par le système digestif, et bien en quelque sorte, ils seront
perdu. Donc au lieu de bâtir du muscle à partir de ces 3 nutriments, eh ben, on va bâtir du muscle à partir entre guillemets de rien. Et vous l'avez compris, forcément ça va poser un obstacle à la progression musculaire. Un autre point important, les antécédents sportifs. Et oui, si vous avez d'un côté une personne qui a fait du sport toute sa vie, il ou elle aura naturellement développé des connexions nerveuses entre le cerveau et les muscles, ce qui va faciliter lorsqu'elle va se mettre à la musculation. Dès qu'elle va actionner une partie du corps, eh bien, la connexion avec le cerveau sera beaucoup plus facile. Plus de fibres vont pouvoir être activées, plus du coup la charge va pouvoir être importante et du coup plus de muscles vont pouvoir être bâtis. A l'inverse, si vous prenez le cas d'un débutant, là la progression va être différente. Évidemment, en tant que débutant, sa courbe de progression initiale va être plus forte puisque ce sont tout simplement des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, donc le corps va s'adapter rapidement. Par contre, la stagnation risque d'arriver un petit peu plus tôt puisque eh bien justement les connexions entre le cerveau et les muscles n'ont pas encore pu être développées complètement. Tout ça va venir au fil du temps, mais du coup la progression ne sera pas exactement la même entre les deux profils. Pour finir, j'aimerais évoquer 2 autres points qui sont là encore assez rarement discutés. Le premier va être à nouveau lié à la génétique et va concerner la répartition de vos fibres de type 1 et de type 2. Je vous en avais parlé une fois dans une vidéo. Le corps est constitué d'une part de fibres lentes, les fibres de type 1 qui sont des fibres d'endurance. Elles vont être mises en jeu dans des efforts à répétition et à faible intensité. Et on trouve les fibres de type 2, les fibres explosives, qui elles vont être mises en jeu dans des efforts intenses et dynamiques. On a tous ces 2 types de fibres mais pas dans les mêmes proportions. Certains vont plutôt avoir des fibres de type 1 quand d'autres vont plutôt avoir des fibres de type 2. Et en plus, nos habitudes sportives vont également avoir un impact sur cette répartition. Et au final, qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, les fibres de type 2 sont celles qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Donc forcément, si vous êtes plutôt composé de fibres de type 1, eh bien vous aurez une marge de progression qui va forcément être un petit peu plus limitée. Enfin, parlons un petit peu du mode de vie et en particulier le sommeil. Vous savez que la musculation n'est pas qu'une question d'entraînement ni de nutrition, c'est également une question de laisser du temps au corps pour se reconstruire. Si vous prenez 2 pratiquants identiques, l'un avec un bon sommeil et l'autre avec un mauvais sommeil, vous verrez au final une différence d'évolution avec celui qui a le meilleur sommeil qui va avoir tendance à plus vite progresser que l'autre. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Le but n'est absolument pas de vous décourager, mais au contraire d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses pour pouvoir adapter son entraînement et son mode de vie. C'est d'ailleurs un peu ça la musculation, c'est de pouvoir toujours personnaliser son fonctionnement en fonction de ses propres paramètres. Si le contenu vous a plu, je vous invite bien sûr à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous invite également à laisser tous vos commentaires sous la vidéo et vous le savez, si vous cherchez des bandes élastiques de qualité, des encres de porte, des gants spécialement adaptés aux élastiques, rendez-vous sur mon site, ça s'appelle oxygenefitness.fr. Tout ça est livré directement à domicile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!